Hey, salut, c'est Jeanne pour Incellulo. À ton avis, quel est le rapport entre les moustiques et la génétique? Un indice, ce n'est pas Mosquitoman, le cousin pauvre de Spider-Man. Oui, ce film existe et oui, j'ai une irrépressible envie de courir le voir. Non, en fait, aujourd'hui, je suis d'humeur généreuse et on ne va pas parler d'une, mais de deux maladies potentiellement mortelles. Trop cool, la biologie! Pour commencer, je te présente la drépanocytose, une maladie qui entraîne la déformation des globules rouges de notre sang. Alors que nos globules rouges normaux sont en forme de disque légèrement creux, lorsqu'on a la drépanocytose, les globules rouges peuvent avoir une forme de faucille. Du coup, ces globules passent difficilement dans les plus petits de nos vaisseaux sanguins et peuvent les boucher, entraînant d'importants problèmes de circulation. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde et elle est liée à une mutation transmise par les parents. Elle entraîne l'altération de la bêta-globine, une des deux protéines qui constituent l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est ce qui est dans notre sang et qui permet le transport d'oxygène et l'élimination du dioxyde de carbone. L'hémoglobine, et majoritairement l'hémoglobine H chez l'adulte, est constituée de deux protéines, alpha-globine et deux protéines bêta-globine. Et chacune de ces 4 protéines possède un domaine appelé M, se liant avec un ion fer qui donne la couleur rouge à notre sang. Cela permet une liaison réversible avec une molécule de dioxygène pour la transporter du poumon aux organes où elle va pouvoir être libérée et utilisée. Bon, ça c'est quand tout va bien, sauf que dans les cas de drépanocytose, le gène de la bêta-globine porte une mutation héritée des parents. Et la protéine de bêta-globine obtenue est modifiée d'un seul acide aminé par rapport à la protéine normale, mais les conséquences sont très importantes. Il forme avec l'alpha-globine normale une hémoglobine dite S, pour sickle ou faucille en anglais. Et lorsque la concentration d'oxygène est faible, cette hémoglobine S va s'agglomérer via la bêta-globine défectueuse et former des filaments. Ces filaments vont continuer à s'allonger jusqu'à déformer les globules rouges et leur donner la forme caractéristique en faucille, et aussi les rendre plus rigides que des globules rouges normaux. Ces globules rouges dits falciformes vont avoir du mal à se frayer un chemin dans les capillaires les plus étroits de nos vaisseaux sanguins, et donc ralentir la circulation. Et leur perte d'élasticité va les fragiliser et entraîner leur destruction. Les conséquences sont notamment une anémie avec pâleur et fatigue chronique, mais également une moins bonne oxygénation des tissus, pouvant entraîner des violentes crises de douleur, mais aussi avoir des complications dramatiques. Entre autres, accidents vasculaires cérébraux, syndrome thoracique, nécrose ou encore un priapisme prolongé et douloureux. L'espérance de vie des malades est très réduite. Jusqu'aux années 70, elle n'était que d'une quinzaine d'années, et aujourd'hui, grâce au progrès, on peut atteindre 40 à 60 ans. On l'a dit, la drépanocytose est liée à une anomalie génétique, et la transmission se fait sur un mode autosomique récessif. Autosomique signifie que le gène touché n'est pas sur un chromosome sexuel, mais sur une des 22 autres paires de notre catalogue. Ici, le gène de la bêta-globine est porté par le chromosome 11, et nous possédons tous deux copies de ce gène, l'une transmise par notre père et l'autre par notre mère. Le terme récessif signifie lui que les deux copies du gène doivent être altérées pour que la maladie se déclenche. Les personnes n'ayant qu'une seule copie du gène altérée sont alors des porteurs sains. Ils ne sont pas malades, mais transmettent la maladie. Les deux copies saines et malades sont dites codominantes, c'est-à-dire qu'elles s'expriment toutes les deux. Mais la présence de bêta-globine saine empêche le déclenchement des symptômes. Bon, on a compris tout ça, maintenant on va partir un tout petit peu dans la génétique. Deux personnes saines, on parle de homozygote AA, ne pourront avoir que des enfants sains. A l'inverse, deux personnes malades, homozygote SS, bon, si elles vivent assez longtemps pour se reproduire, auront forcément une descendance malade. Un porteur sain ou hétérozygote AS aura statistiquement un risque sur deux d'avoir un enfant porteur sain si son partenaire est non porteur. Avec un partenaire malade, SS, il aura une chance sur deux d'avoir un enfant malade SS ou porteur sain AS. Oui, c'est une petite gymnastique, c'est pour ça qu'il vaut mieux le dessiner. Pour finir, avec un porteur sain AS, il aura une chance sur deux d'avoir un enfant porteur sain, une sur 4 d'avoir un enfant non porteur AA, et une sur 4 d'avoir un enfant malade SS. Les porteurs sains ou malades de la drépanocytose sont particulièrement retrouvés en Afrique intertropicale, aux Antilles, en Inde et en Amérique du Sud. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ces régions sont également particulièrement touchées par la deuxième maladie dont on va parler aujourd'hui. Comme par hasard! La malaria, ou le palud, c'est la même chose, n'a à première vue pas grand chose à voir avec la drépanocytose. Ce n'est pas une maladie héréditaire, mais est liée à un parasite protozoaire. C'est un organisme unicellulaire, mais avec un noyau. Le responsable, c'est le plasmodium, et il est transmis par le moustique. C'est la nuit, tu profites de tes vacances en sirotant un cocktail dans la moiteur des tropiques.
Sauf que la nuit, c'est aussi le moment de chasse préféré des moustiques anophèles femelles qui doivent se gaver de sang pour préparer la ponte. Et si Madame Moustique est infestée par l'un des 5 espèces de plasmodium transmissibles à l'homme, elle te le refile dans le sang par la piqûre. À ce stade, le plasmodium est sous forme de sporozoïte. Et oui, c'est le moment où tu vas pouvoir prendre des notes pour caser des mots au Scrabble là. Mais bon, sinon tu regardes juste les images. Donc le sporozoïte, via la circulation sanguine, il atteint rapidement le foie dont il va pénétrer les cellules. Bien au chaud, certaines espèces vont alors pouvoir rester dormantes plusieurs mois, voire plusieurs années, et alors les symptômes vont apparaître bien après l'infection. Un petit souvenir de vacances, quoi. Le plasmodium va ensuite passer par une étape de reproduction asexuée et devenir un schizonte, une forme avec plusieurs noyaux. Et la rupture du schizonte, et accessoirement de la cellule du foie, libère des milliers de mérozoïtes dans le sang. Ils vont rapidement infecter des globules rouges, formant un trophozoïte immature en forme de joli anneau, puis mature, et retrouver un stade de reproduction asexuée en schizonte. Et ça recommence encore et encore et encore. Sauf que de temps en temps, en parallèle, une petite partie des mérozoïtes vont se différencier en gamétocytes mâles et femelles, qui vont être ingurgités par une nouvelle femelle anophèle en plein casse-croûte. Les deux gamétocytes mâles et femelles fusionnent dans le moustique, devenant un ookinète, qui sort du tube digestif du moustique et devient un oocyste. Il se divise et libère des sporozoïtes qui migrent dans les glandes salivaires du moustique, parés au taquet pour être injectés dans un nouvel humain et recommencer un nouveau cycle. C'est l'histoire de la vie. Le cycle éternel. Oui, donc c'est pas la vie la plus simple du monde, mais pour résumer, ça passe par le moustique, puis par l'homme et ses cellules de foie, ses globules rouges, et ça repart dans le moustique. Et ça recommence. Et forcément, comme le parasite entraîne au passage la rupture de ses cellules hôtes, il y a quelques symptômes en conséquence. Une bonne fièvre des familles, maux de tête, état grippal et bien sûr en l'absence de traitement, l'aggravation, la mort. Petite précision, je parle de l'humain, parce que le moustique, on n'en a rien à faire de ces symptômes. Bon ok, mais quel est le rapport entre la malaria et la drépanocytose alors? Je t'ai déjà dit que les zones géographiques touchées étaient sensiblement les mêmes. Eh bien en réalité, il ne s'agit pas d'un hasard. En fait, les porteurs du gène S de la drépanocytose sont plus résistants à une infection par le plasmodium, responsable de la malaria. La présence de bêta-globine modifiée, et même chez les porteurs sains, bloquerait l'infection au niveau des globules rouges, par des mécanismes assez complexes qu'on commence à peine à comprendre. Et je vais pas rentrer trop dans les détails pour pas perdre les derniers courageux qui restent après les mérozoïtes et autres joyeusetés, mais je mets quelques liens en description. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment une maladie infectieuse a pu moduler dans la population la présence d'une maladie génétique. Et pour ça, on va parler rapidement d'évolution. Je sens que je vais me faire des nouveaux copains créationnistes. Dans une population, il existe des variabilités au niveau des individus. Lorsque deux individus se reproduisent, ils transmettent leurs caractéristiques propres par l'intermédiaire de leur matériel génétique. Certaines caractéristiques, dans certaines conditions particulières, peuvent devenir plus ou moins favorables. Et c'est alors qu'intervient la sélection naturelle. Les porteurs d'un caractère favorable dans ces conditions vont pouvoir survivre et donc se reproduire, et transmettre ces caractères. A l'inverse, les porteurs de caractères défavorables vont avoir plus de difficultés à se reproduire, et après plusieurs générations, donc en un temps relativement long, les caractères favorables vont être présents en plus grand nombre dans la population, alors que les caractères défavorables vont diminuer, voire disparaître. Attention, j'insiste que certains caractères peuvent être favorables ou défavorables selon des conditions particulières. Mais Léo de Dirty Biology en parle mieux que moi et encore une fois, le lien est en description. Dans le cas de la drépanocytose, tu comprends bien que si tu meurs avant 15 ans, tu vas avoir quelques problèmes à transmettre tes gènes. Sauf que comme je te l'ai dit, être porteur de la maladie génétique de la drépanocytose permet une meilleure résistance au plasmodium qui entraîne la maladie infectieuse de la malaria. Donc certes, être malade de la drépanocytose SS est un désavantage sélectif, vu que tu meurs, mais être porteur sain AS est un avantage sélectif par rapport aux non-porteurs AA dans les zones infestées par le paludisme. Donc le gène S complètement défavorable dans le cas de drépanocytose, puisque ça en est la cause, mais favorable dans le cas de plasmodium, puisqu'il empêche l'infection. Pour résumer, en général dans le monde, le gène S de la drépanocytose étant globalement défavorable, le taux de porteurs est maintenu bas. En revanche, dans les zones tropicales vivent les anophèles, des moustiques qui peuvent être infestés par le plasmodium, transmissible à l'homme. Or, le gène S de la drépanocytose étant favorable contre le paludisme, le taux de porteurs a été maintenu élevé. Et c'est ainsi que la simple présence de moustiques a eu une influence énorme sur le maintien d'une maladie génétique grave dans la population humaine. C'est cool, non ?
Non, attends, cool, c'est pas le bon mot. Intéressant. Voilà, j'espère que cette super promo de 2 maladies mortelles pour une seule vidéo t'a fait bien plaisir. En tout cas, moi je reviens très vite. Enfin, je fais ce que je peux pour un nouvel épisode d'Excuse My French. Des bises, à la prochaine!